Michel Mayette, bonjour. Enchanté, Alors, bonjour. on a eu l'occasion de se rencontrer ou d'échanger rapidement sur les réseaux sociaux à l'occasion d'une publication que j'avais partagée, dont tu étais à l'origine, en tout cas l'institut dont tu es le directeur actuellement, Yaran, et fondateur, je crois, Co-directeur, co-directeur, co-directeur. cofondateur. C'est une aventure collective. Oui, et ça, c'est un point important. Tu auras l'occasion de nous préciser ça tout à l'heure, justement. Donc, si je t'ai proposé de venir sur le podcast, c'était pour pouvoir présenter ton parcours et nous expliquer un petit peu les travaux qui sont faits en lien avec ça. Ça va être extrêmement intéressant pour notre audience parce que ça va permettre, encore une fois, de découvrir un parcours assez exceptionnel dans le secteur de l'humanitaire et aussi d'apporter des réflexions de façon plus globale sur les enjeux de l'humanitaire. Ça, c'est un sujet que j'ai pas encore trop abordé avec mes invités. Une réflexion plus méta sur le monde de l'humanitaire, son évolution et les perspectives d'avenir. Donc, écoute, si tu le veux bien, je t'invite à te présenter à l'audience, à nous dire un petit peu quel est ton parcours. Eh bien, écoute, Bertrand, déjà, c'est un plaisir de te croiser dans ce monde. Mais je m'appelle Michel Maietta, donc j'ai des origines italiennes, hein. La plus grosse partie de ma formation s'est fait dans ce beau pays. Je suis actuellement en Italie. Et je suis français. En fait, ma mère, elle est française et mon père est italien, donc un bon mélange de cultures. Mon parcours humanitaire, il a commencé, je dirais, très tôt. Après, voyons qu'est-ce qu'on définit par humanitaire. J'ai commencé dans le social, en fait. J'étais très, très jeune. J'étais un jeune volontaire, 19 ans, auprès d'une organisation catholique qui s'appelle Caritas. Et parce qu'en fait, j'étais bilingue, franco-italien, voire trilingue, parce que l'anglais, c'était toujours la langue de ma formation. Je faisais de l'interprète, j'étais interprète, en fait, pour des réfugiés ou des immigrés qui arrivaient en Italie et qui n'avaient pas la possibilité voilà, de s'exprimer, et auxquels il fallait quand même expliquer tout le chemin et l'itératif, je dirais, administratif italien. Et très très tôt en fait les questions sur l'international, pourquoi en fait les réalités qui étaient partagées par ces pauvres gens en fait a été aussi ils ont suscité une énorme curiosité ils ont à quelque part aussi influencé énormément mon parcours d'études. Donc très très vite mon choix s'est fait aussi sur les sciences politiques. Et je me suis beaucoup spécialisé sur les relations internationales et la géopolitique. Après, moi, je considère ce travail, je l'ai fait pour au moins 3 ans, et avec d'autres étudiants, on a créé même une toute petite structure associative quand j'étais étudiant à l'université. Mais je commence véritablement à connaître le secteur humanitaire, qu'on peut définir le secteur formel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, autour de la fin de mon parcours de formation. Effectivement, j'avais participé d'ailleurs en France parce que j'ai fait mon master 2 de géopolitique à Sciences Po en France. J'avais participé à une course contre la faim et donc j'avais rencontré des responsables d'action contre la faim et particulièrement un responsable géographique qui un jour m'invite à prendre un café et m'explique ce qu'il fait. Et puis je me rappelle encore, je le regarde, Jean-Marc Huineau, et je lui dis, mais moi, j'adorerais faire ce que tu fais. Et ça a commencé comme ça, en fait, parce que j'étais en train de partir véritablement sur un autre parcours. Déjà, à la fin de mon étude, j'étais engagé par une boîte de consultance et je commençais à travailler avec l'UNESCO sur un projet de partage de l'information. Mais franchement, voilà, je trouvais ça un peu plat. J'étais pas en contact avec la réalité qui m'avait inspiré. Et cette opportunité s'ouvre. On est en septembre 2001, donc je vous laisse imaginer qu'est-ce qui est en train de se passer. Et le jour, en fait, des Twin Towers, donc le 11 septembre, en fait, moi, je suis en formation premier départ à Action contre la faim. Donc, c'était vraiment le baptême. Et naturellement, où je pars, ben, je pars. En Afghanistan. Les équipes étaient en train d'évacuer de l'Afghanistan au Pakistan, et donc je pars au Pakistan, D'accord. où en fait tous les acteurs étaient en train de se mobiliser.
Et très, très rapidement, en fait, naturellement, moi, j'étais pas. Ça, c'était aussi une explication qui m'avait été donnée par Jean-Marc à l'époque, en me disant, mais tu sais, tu sors de ton université, là, tu travailles comme consultant, mais voilà, il faut démarrer du terrain, il faut démarrer avec des choses basiques. Et moi, j'étais prêt. Hein. Moi, je me suis dit, mais je pars comme logisticien. J'adore organiser, j'adore planifier, donc il n'y a aucun souci. Donc, j'étais log admin. À la fois, donc, je gérais la partie administrative et financière et surtout sécuritaire, là où je pouvais véritablement exploiter mes capacités d'analyse, qui était un peu la compétence avec laquelle je sortais de l'école. Et donc, je me retrouve dans le Baloutchistan, une expérience extraordinaire. À cette époque, le contact avec les talibans, dans la zone tribale au Pakistan. On est en train de préparer le fameux bombardement de Kandahar qui n'aura pas lieu avec un reflux de réfugiés qui était planifié, arrivé côté pakistanais. Et en fait, ce bombardement aura lieu, mais de manière assez précise par les Américains. Et puis très rapidement, Kaboul est libéré. Et en presque 3 mois, on se retrouve à Kaboul. Et c'est Noël donc 2001. Et à partir de là, en fait, Action contre la faim me propose de gérer une base, une arrière-base au Panchir. Et c'est là où ça commence véritablement, je dirais, mon contact vraiment avec le fonctionnement d'un centre nutritionnel, parce qu'avant, au Pakistan, j'étais simplement en préparation. Et très, très, très vite, en fait, je vois me confier plusieurs responsabilités. Donc, on me confie une autre base à Tuxar. Et après, je pars. En fait, le temps passe d'une manière assez vite quand on est engagé comme ça sur le terrain. Et en 2000, donc en 2003, en fait, en février 2003, on me propose de gérer une base qui se trouve sous la ligne de front en Côte d'Ivoire à Boaké. On est après les accords de Marcoussis. Et en fait, la base, elle est complètement isolée par rapport à la capitale Abidjan, avec presque avec des cantines scolaires où on nourrissait presque 15 000 enfants. 6 mois après, on me propose le poste de chef de mission et c'est là, effectivement, où je commence véritablement à pouvoir aussi prendre des décisions avec une certaine autonomie. Et on me confie donc cette mission dans laquelle je reste jusqu'au tsunami de 2000, donc de 2004, de 2004. Et là, on me rebalance en fait cette énorme mission en Indonésie, une énorme mission avec des énormes besoins sur Aceh, où je resterai en fait jusqu'à fin 2005. Après, en fait, je m'arrête parce que, pour dire toute la vérité, en fait, cette mission m'avait pris le reste des énergies qui me restaient. J'étais très rarement parti, je dirais, en vacances pendant depuis septembre 2001. Est-ce que je peux Et te en fait, demander quel âge tu avais à cette époque-là? mais moi je suis parti, j'ai passé au total presque 6 ans sur le terrain, j'avais 24 ans, et quand j'ai commencé dans l'humanitaire proprement dit, en fait, je suis du 76, donc les comptes sont vite faits. C'est en 2006 en fait que je reviens en France, donc à mes 30 ans. Et ces 6 ans sur le terrain, en fait, très intenses, ont été extrêmement formateurs. Vous pouvez l'imaginer, tu peux l'imaginer, Bertrand, avec effectivement des contacts aussi avec les populations affectées par les crises, différents types, différentes cultures, différents horizons, différentes aussi façons de percevoir la souffrance, le deuil, la mort en général. Et ça a été une vraie découverte. Et je dois avouer que l'expérience de tsunami a été une vraie claque. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, je le dis souvent, j'étais à ce qu'on définit en anglais un white savior, donc quelqu'un qui était convaincu d'avoir la solution pour tout, quelqu'un qui était convaincu d'avoir la solution pour les autres. Euh, et, euh, et il est vrai que dans l'urgence,
dans la façon de répondre. En tout cas, on a très peu de temps pour consulter ce que les gens véritablement veulent et comment eux, ils envisagent le futur. Et je suis en voie de sévère, je dirais, repenti, surtout après le tsunami, parce que j'ai vu aussi les dégâts et les effets pervers que l'humanitaire peuvent entraîner. Et aussi les retards, à quelque part, dans la résilience des populations qui sont victimes des désastres. En tout cas, j'ai été profondément frappé par cette expérience, d'autant plus que voilà, j'avais fait un effort pour m'approcher de la culture riche et diverse indonésienne, de passer du temps avec des leaders locaux, hein, même aussi des leaders de la société civile. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, après 2 ans où j'étais responsable géographique pour Solidarité Internationale, une autre ONG, et où tout ça, ça s'est reconfirmé, même encore pire, en travaillant depuis un desk à Paris, même avec des voyages qui sont organisés assez souvent sur le terrain pour prendre la température, je me suis dit, il faut que je regarde, voilà, il faut que je regarde ailleurs. J'ai eu un petit rejet, je dirais, de l'humanitaire. Je me suis dit, je vais plutôt aller voir qu'est-ce qui se passe côté personnes vivant avec le VIH. Parce que je sais que cette population, en fait, pendant les années 80, a été complètement abandonnée, même par le secteur humanitaire, hein. Dans les années 80, les personnes vivant avec le VIH se débrouillaient toutes seules. L'humanitaire, comme on le connaît nous, a été aux abonnés absents. C'est eux qui, en fait, s'organisaient l'approvisionnement même des premiers trithérapies. Et je me suis dit, il y a là quelque chose, voilà des personnes qui ont fait face vraiment à la mort et qui, par contre, ils ont réagi, ils ont non seulement refait surface, ils ont pris les choses à main et ils ont créé même un système. Aujourd'hui, le système, par exemple, de support et d'aide pour la lutte contre le VIH, il est extrêmement participatif. La société civile et les personnes vivant avec le VIH sont au centre en fait, des décisions. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas comme ça dans l'humanitaire? Donc, je suis parti chez SIDAction. À l'époque, la directrice des programmes internationaux était Claire Magone, aujourd'hui, que je salue, Claire Magone, qui est aujourd'hui directrice générale de Médecins sans frontières, que j'apprécie énormément et a des réflexions intellectuelles très profondes hein, sous le secteur aussi. Et m'a donné cette opportunité de travailler avec elle. Et j'étais en charge en fait d'un programme pour les populations LGBTI en contact avec la société civile en Afrique subsaharienne, francophone. Et pour moi, c'était véritablement une découverte. J'ai appris énormément. Et en fait, suite à cette claque du tsunami, je me suis mis dans cette position il faut que je reprenne les choses de zéro. Et c'est effectivement les personnes vivant avec le VIH qui me l'ont appris. Ils m'ont appris leur histoire, ils m'ont appris leur vécu. Ils m'ont appris aussi comment ils ont fait face à la contrainte et aussi à l'abandon, je dirais, d'une partie de la société civile internationale et comment ils ont construit en fait le système qu'aujourd'hui leur permet de venir et de subvenir aux besoins des personnes vivant avec le VIH. Et c'était pour moi une énorme aventure d'apprentissage avec des personnes extraordinaires comme Jeanne Gapilla, avec qui j'ai maintenu encore aujourd'hui des relations très fortes. Jeanne Gapilla est la présidente et fondatrice de l'ANSS, qui est une structure en fait qui aujourd'hui a une cohorte de personnes vivant avec le VIH qui est la plus importante de ce petit pays qui est le Burundi. Une personnalité extraordinaire et de laquelle je suis profondément admiratif. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas l'humanitaire, il y a pas de réflexion là-dessus, sur remettre les personnes concernées par les crises au centre des décisions. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, ben, il faut que je sois un peu plus actif sur le milieu intellectuel. J'avais croisé Pascal Boniface à cette époque, donc on se retrouve en 2011-2012, soudainement, le temps passe vite. Et Pascal, en fait, me propose de travailler comme directeur de recherche sur cette thématique-là. Et c'est là où l'idée du Yaran, en fait, naît.
Le Yaran, c'est d'abord c'est d'abord un projet de recherche. C'était l'idée de créer un réseau de professionnels qui travaillent activement dans différentes organisations du secteur formel de l'humanitaire, je dirais donc les Nations Unies, les organisations internationales ou des ONG locales ou régionales, pour réfléchir à comment faire changer en fait le système et remettre les personnes au centre en fait de la prise de décision, de la gouvernance. Si tu regardes encore aujourd'hui, par exemple, il y a une forte anomalie. Comment ça se fait que dans les conseils d'administration de la plupart des grosses ONG internationales françaises, ben, tu n'as pas une représentation des personnes concernées par la mission de ces structures. Et même en termes de diversité, il y a un vrai problème. Et souvent, dans la gouvernance, il y a même des personnes qui connaissent très, très mal ce secteur et qui sont choisies plutôt pour effectivement appuyer le modèle économique ou la compétence autour du fundraising. Donc, il y avait une anomalie. Mais il fallait apprendre. Donc, j'avoue qu'à l'IRIS, j'ai appris énormément. C'était un espace où les chercheurs pouvaient échanger, côtoyer, débattre. Pascal Boniface a toujours défendu le débat comme voilà, ouvert et constructif, débat intellectuel. Et j'avais commencé avec d'autres collègues qui travaillaient dans différents secteurs. Donc, moi, je travaillais encore un peu à SIDAction. Mais très très vite, en fait, j'étais à l'IRIS, j'étais très impliqué aussi sur la formation du master humanitaire, mais voilà, je voulais donner vie à cette initiative. Donc, je ponds un concept et naturellement, à travers le réseau, je le partage. Je l'avais partagé avec des anciens collègues et un jour, je reçois un coup de fil. C'est le coup de fil de Mike Penrose, à l'époque était directeur humanitaire de Save the Children International, et qui me dit, mais j'ai lu ton papier sur la planification stratégique et sur effectivement l'optimisation des ressources, mais aussi le fait de pouvoir remettre les personnes concernées par l'aide au centre des décisions. Et qu'est-ce que tu as dit si éventuellement on l'expérimente? Et ça, c'était effectivement un énorme coup de chance, parce que vous savez, les projets de recherche sont difficiles à financer. C'était la recherche opérationnelle. Et donc, Save the Children International finance le premier projet test du Yaran en créant une unité au sein de Save the Children International. Donc, je deviens directeur, mais en même temps, je n'étais pas seulement directeur de cette unité, mais on me propose, au vu de mon expérience aussi, d'être l'adjoint de Mike sur les questions stratégiques. Et donc, je deviens directeur de la stratégie humanitaire de Save the Children International. Est-ce Là qu'on aussi, peut c'était juste s'arrêter un petit peu là-dessus et que tu puisses déjà nous expliquer quels étaient les principaux concepts sur lesquels tu t'appuies, quelle est la thèse que tu défends à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez expérimenter, qu'est-ce que, de façon très concrète, cela peut changer dans l'approche du secteur humanitaire? Alors, il faut dire que, comme je vous disais, l'IRIS était un espace de débat, mais pas seulement avec des chercheurs, directeurs de recherche à l'IRIS, mais aussi avec d'autres chercheurs, d'autres think tanks. Et j'avais découvert, en fait, surtout en 2012, j'avais croisé François de Jouvenel, qui d'ailleurs a mon même âge et qui est directeur de Futurible, Nathalie Bastaler et François Bourse, qui sont les élèves de Michel Godet, qui est un peu le père de la prospective école française. Et j'ai été, ben, on peut le dire, complètement fasciné par ce concept que je découvre. Donc, que je découvre très tardivement. Par la capacité, en fait, de la prospective participative, donc de prendre un collectif de personnes et les faire réfléchir par rapport à des futurs possibles, les engager dans la définition de ces futurs, et en même temps, en fait, si ces personnes, ils ont ce qu'on a dit, en anglais, on parle souvent de agency, mais si donc ils ont le pouvoir aussi d'être des décideurs dans le secteur, eh bien, ils sont déjà en train de le transformer, ce futur. Donc, la puissance de ce qu'on appelle la prospective explorative et participative, qui est très, très différent, si vous voulez. Moi, par exemple, à l'époque, je confondais énormément
la prospective et la prédiction. À l'époque, je confondais énormément la prospective aussi explorative et normative. Et donc, il fallait que j'apprenne. Et mais comme toute, bon, voilà, j'aurais pris mon cahier et je me suis formé aussi à Futurible. Et en fait, le concept de Yaran vient de ces échanges. Il vient de différentes formations que j'ai effectuées à l'époque aussi chez Futurible, qui est la meilleure école, je trouve, de prospective en France. Et naturellement, l'école géopolitique de l'IRIS, qui venait quelque part me perfectionner dans mon parcours de géopoliticien, sous le mentorat de Pascal Boniface. Et ce mélange, si vous voulez, ça a amené à une conclusion, c'est que en fait, dans l'humanitaire, on était prêt de ce collectif. On est près des personnes qu'on aide. On est très près. On les côtoie tous les jours. Mais en fait, on ne les implique pas dans la prise de décision. Et encore pire, on ne les implique pas dans la façon dans laquelle on envisage le futur. Et je me suis dit, mais il faut le faire. Et à cette époque, donc, je parle avec François de Jouvenel, qui est aujourd'hui aussi un ami, et qui me dit, mais tu sais, moi j'ai essayé. Donc François de Jouvenel avait essayé dans les années 80 d'introduire la prospective. Il y a eu des tentatives. D'ailleurs, il faut vraiment le reconnaître. Donc, le premier avec François de Jouvenel, dans les années 80 avec Médecins du Monde. Donc, une tentative d'expérimenter des outils de prospective stratégique pour aider les humanitaires en fait à planifier mieux par rapport au futur et aussi à planifier avec en fait les personnes qui sont concernées par ce futur. Mais ça a failli. Et cette tentative-là, en fait, n'a jamais eu, en tout cas officiellement via Futurible, n'a jamais eu un deuxième relance. Et donc, je me suis dit, mais tiens, peut-être c'est le moment de le faire. Je viens de ce monde, je connais peut-être le pourquoi et le comment, le pourquoi n'a pas fonctionné, et peut-être il faut qu'on essaye de rentrer par une porte où les humanitaires peuvent comprendre la prospective sa puissance. Et la porte, c'est les opérations. C'est ce qu'on appelle le anticipatory action. Ça veut dire la capacité, la prospective de prévoir un futur qui n'est pas trop loin, mais donc c'est un futur à 6 mois, à un an, pour éventuellement gérer les risques, gérer la sécurité et gérer effectivement une partie de la programmation. Est-ce que je peux te Euh, couper un tout petit peu là-dessus? Parce que, effectivement, donc la prospective, c'est le fait d'envisager les futurs possibles. En général, on se projette sur des dizaines d'années pour pouvoir envisager les différents futurs, et ça découle d'une stratégie qu'on essaye d'appliquer. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'en fait, là, la mise en application pour les humanitaires, pour le secteur humanitaire, c'est déjà de commencer par l'opérationnel. Je trouve ça extrêmement intéressant que tu dis ça parce que on l'oublie souvent, mais les ONG, le centre opérationnel, c'est le cœur du pouvoir dans les ONG. Il y a Tout vraiment, à fait, Bertrand, c'est ça. c'est un truc Mais que je je trouve pense extrêmement que intéressant. Donc c'est de là que tu viens pour arriver en disant, bah, on va d'abord commencer par cette approche très opérationnelle. tout à fait. Mais regarde mon parcours. Moi, en fait, même si je suis formé à la géopolitique et qu'effectivement, j'ai toujours cet appétit à l'apprentissage éternel, si vous voulez, on est toujours, on apprend toujours. J'apprends encore aujourd'hui. Donc, moi, je me suis sous le terrain spécialisé dans les opérations. J'ai été logisticien, logadmin, quand vous êtes aussi directeur pays ou même responsable géographique, la plus grosse responsabilité, c'est l'opérationnel pour deux raisons. Une raison, c'est la gestion de la sécurité qui est énorme. Donc, on a besoin quand même d'avoir un minimum de gestion des risques. Et la deuxième, c'est la performance des programmes, parce qu'il faut quand même qu'on atteigne nos objectifs. Et dans la performance, il y a l'efficience et l'efficacité. Donc, c'est là le plus gros pilier des compétences des humanitaires. C'est dans la capacité d'être opérationnel et très rapidement. Je dirais encore que c'est encore le grand avantage stratégique et peut-être le seul que certaines grandes ONG internationales ils ont. Si par contre, la prospective, qui a toujours été un outil, même par exemple dans le secteur public, dans le secteur privé, qui est utilisé pour créer des stratégies, d'accord, qui sont de très, très, très haut niveau, et dont l'opération, c'est simplement une compétence secondaire, en fait, on arrive par le mauvais biais, parce que encore aujourd'hui, si vous allez regarder comment les stratégies sont faites par la plupart des organisations internationales, eh ben, c'est sans aucun outil
de prospective stratégique. Les futurs qui envisagent. Alors, premièrement, ils ont tous, s'ils ont une stratégie, ils en ont une seule. Ils n'ont pas, par exemple, de stratégie de contingency ou, par exemple, des stratégies alternatives. Une seule stratégie. Certaines d'entre elles sont, comme on dit souvent, top-down, ça veut dire qu'ont été décidées au niveau du board ou au niveau de l'exécutif, euh, avec une petite participation, mais pas autant que ça. Et puis, toujours la participation de qui? Du staff, mais on oublie toujours les personnes concernées, hein, Les les personnes bénéficiaires. concernées les personnes concernées par la mission. Et et donc, si vous voulez, les humanitaires, pour le dire bref, et c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est l'autre claque que je me suis pris quand j'étais directeur de recherche et que je découvrais ce monde. Et puis à travers Futurible, naturellement, j'étais aussi impliqué. Encore aujourd'hui, aujourd'hui, j'enseigne, mais j'étais étudiant. Mais quand on fait des cours à Futurible, vous êtes avec d'autres professionnels d'autres secteurs. Je me suis dit, mais pourquoi dans l'humanitaire, on fait les stratégies comme on les fait? En fait, c'était complètement. Ça avait pas de sens. Dans le secteur privé, les stratégies sont définies, sont soit dites user-friendly, sont définies par rapport à l'user, donc le client ultime. Et il participe, le client, à la définition de la stratégie, son appétit, d'où il veut aller, où il va, de quoi il aura besoin dans le futur. Mais dans l'humanitaire, on ne l'a jamais fait. Et, euh, et je pense que quand François de Jouvenel, par exemple, avait essayé dans les années 80 de l'intégrer, il était entré par la mauvaise porte, par la porte de la stratégie institutionnelle, que est une porte trop élevée et sous laquelle, franchement, il faut faire un énorme effort pédagogique avant qu'on. Encore aujourd'hui, après 12 ans de travail au Yaran, j'ai encore beaucoup. Nous, on travaille avec très peu d'ONG humanitaires qui finalement ont compris comment véritablement faire une stratégie. Mais la porte d'entrée, quand on a créé l'OYARAN, a été donc les opérations. Et donc, quand j'étais directeur de la stratégie, on s'est déployé. Donc, j'ai eu des moyens, des ressources, ça c'est aussi important. Et donc, on s'est déployé pour faire en sorte que toutes les opérations comprennent la valeur ajoutée, la prospective sur et comment elle peut impacter l'efficience, l'efficacité, la pertinence en fait des opérations. Et on a expérimenté, je dirais, une cinquantaine d'outils. On a un rapport sur les leçons qu'on a appris, hein. C'est comme un projet d'innovation. Donc, c'était un concept qu'il fallait essayer. Cette unité, à l'époque, s'appelait Humanitarian Affairs Unit. Je me rappelle encore des gros débats que j'ai eus avec disons, les leaders de Save the Children International. Donc, c'est pas Save the Children a member, mais c'était l'International. Et j'avais ce leader américain, parce qu'au au départ, nous, on voulait appeler cette unité une unité d'intelligence stratégique, qui Oui. est effectivement la capacité. Et bien, j'ai eu, par exemple, je me rappelle à l'époque, ce niet presque soviétique de la part un des membres de l'exécutif de Save the Children US qui disait no, you cannot use the intelligence word because blah 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 blah. OK, never mind. Pour Et quelle on raison? l'appelait. Parce que intelligence est associé à renseignement, au secteur Exactement, militaire. exactement, Ouais. exactement. Ce qu'on peut entendre, et puis vu que j'étais dans une posture très humble d'expérimentateur, je dis, ben, OK, alors on l'appelle comment? Et donc, eux, ils se sont dit, mais appelons Humanitarian Affairs Unit. Done, not a big deal. Et on l'appelait comme ça, on faisait la même chose. Et donc, on a expérimenté énormément d'outils comme dans toute expérimentation, plein de choses fonctionnent, plein de choses ne fonctionnent pas. On a fait énormément d'erreurs, mais l'erreur, c'est le plus grand maître. Et en construisant sur nos erreurs, en fait, on a, à fur et à mesure, amélioré ces outils. Et en fait, on est arrivé à la maturation de la phase test. Et puis, la phase test s'est terminée, donc au bout de 2 ans. Et figurez-vous qu'encore aujourd'hui, en fait, cette unité existe et s'appelle différemment. Elle s'appelle CAFU, qui est donc une unité d'analyse de prospective stratégique. Et cette unité, en fait, elle est gérée par un des membres qui était le plus convaincu, parce qu'il y avait beaucoup de scepticisme,
à l'intérieur de Save the Children, particulièrement des Américains et des Anglais, mais par exemple les Scandinaves étaient absolument conquis et c'est eux qui hébergent encore aujourd'hui cette unité pour la famille. Et d'ailleurs, et j'en suis vraiment très fier, elle est dirigée par un de mes anciens analystes, Jade Legrand, qui est qui est un leader extraordinaire, Jade, et qui aujourd'hui, en fait, dirige cette unité à celle d'études internationales. Nous, donc, du coup, on est parti. C'était le moment pour refaire le lessons learned, donc apprendre de nos échecs. Très, très vite, en fait, il fallait trouver un espace pour expérimenter une phase pilote. Alors, il fallait un peu plus de moyens, donc il y avait la question des ressources, mais il fallait aussi le bon leadership. Et il se trouve, mais encore une fois, je vous dis souvent, c'est incroyable, c'est aussi une question de chance. Mais alors, en attendant, Mike Penrose était parti. Moi, je suis resté avec mon équipe, j'ai travaillé presque un an sans Mike à Save the Children International. Pourtant, c'était important parce que c'était la personne qui avait vraiment saisi je dirais, l'impact aurait pu avoir ce type de capacité. On appelle ça des capacités d'anticipation à l'intérieur des structures. Et bien, figurez-vous que Mike Penrose devient directeur général de Action contre la faim. Et naturellement, quand il était le premier destinataire des lessons learned aussi de ce qu'on avait appris à Save the Children International, et lui, il a dit, mais tiens, phase pilote, est-ce que vous n'auriez pas envie, avec les risques, de l'expérimenter chez Action contre la faim? Et on s'est dit, ben, bien sûr, et on est parti. Une autre très belle, excellente aventure. Alors là, dans la phase pilote, en fait, qu'est-ce qui avait bien marché? Ce qui avait bien marché, c'était les opérations et la sécurité. Donc, que ce soit et donc, on avait créé, par exemple, deux protocoles de formation, des analystes sécuritaires et pour les programmes. On avait Excuse-moi, fait est-ce que ouais. tu peux clarifier un petit peu parce que pour pas trop se perdre, déjà revenir un tout petit peu sur ce que vous avez fait. Tu as parlé d'outils, tu as dit il y avait une cinquantaine d'outils, on en a expérimenté plusieurs. Pour les personnes qui connaissent pas vraiment le secteur de la prospective, c'est très abstrait. De quels outils on parle? Tu as parlé de méthodes participatives. Comment est-ce que tu sollicites les personnes? Sur quoi est-ce que ces personnes-là travaillent? Moi, connaissant un petit peu le secteur de la prospective, j'imagine que c'est travailler sur l'identification des variables, sur ces choses-là. Est-ce que tu peux déjà un tout petit peu clarifier ça avant d'aller encore un peu plus dans le sujet qui est passionnant, hein. C'est super intéressant de voir ces retours sur le lesson learned, l'apprentissage que tu as pu avoir sur la prospective. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu de façon très concrète à quoi ça peut ressembler un outil de prospective et comment se mettait en marche cette démarche participative? Oui, tu as tout à fait raison. En fait, c'est pas des outils complexes. Ce sont des systèmes à la fois d'analyse et de veille de ce que tu viens de dire, effectivement, des variables. Alors, là, il faut que je fasse quand même quelques petites introductions théoriques. Tu me le permettras, quelques Je petites t'en prie. digressions. Euh, la- Nous naviguons toujours dans notre présent. Nous sommes, en tant qu'être humain, nous sommes des acteurs du présent. Donc, et nous avons puissance et force seulement dans le présent. Toutes les décisions que nous prenons dans l'instant ont des conséquences. Cette vidéo que tu es en train d'enregistrer va être écoutée, par exemple, par des futurs leaders du secteur humanitaire et et ça produira des conséquences. Or, c'est un peu si vous êtes des fans, alors si vous aimez la prospective, probablement vous êtes aussi des fans de science-fiction. Mais c'est comme si, à partir d'un point du présent, en fait, il y a à chaque instant des multiples futurs possibles qui sont envisageables. Chaque acte, chaque décision que vous prenez aujourd'hui, chaque interaction avec votre environnement crée en fait des futurs possibles, des multiples futurs, infinis. D'accord? Alors, on n'est pas dans le concept de multivers, et je ne veux pas y rentrer maintenant, mais évidemment, ce sera l'occasion d'une autre discussion. Or, la réalité dans laquelle on vit, elle est complexe. Là, par exemple, je vous montre, je suis dans un parc à Bologne. Il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a des personnes qui sont en train d'interagir avec cet environnement. Donc, il y a des variables. C'est la température, c'est l'hydrométrie, c'est le nombre de personnes qui sont en train de circuler dans ce parc. Et il y a moi avec ce téléphone où se passe la plus grosse partie de cette histoire. Eh bien, tout ça, c'est variable.
Ce téléphone, moi, les personnes que vous voyez passer derrière moi, cet environnement sont des variables. Alors, et les outils, c'est quoi? C'est ils les identifier. Donc, un des premiers outils, par exemple, c'est le mapping ou l'horizon scanning. Donc, il y a différents noms, ils sont tous exotiques, mais en gros, c'est le même outil. Et c'est très simple. C'est identifier de manière assez ponctuelle à travers avec un processus, quels sont l'ensemble de ces variables. Or, dans l'ensemble de ces variables, restons par exemple avec nous, à ce qu'on est en train de faire là actuellement avec toi, Bertrand, ben, il y en a certaines qui sont secondaires et d'autres qui sont plus importantes. Par exemple, le fait que les personnes sont en train de passer derrière moi et qui ne sont pas en train d'interagir avec moi et toi, c'est secondaire, c'est pas important. La température, ouais, ça peut être important. C'est vraiment donné, mais à pleuvoir, il faudra qu'on interrompe peut-être probablement cette discussion. Donc, il a une certaine importance. Et vous voyez, donc, les variables ont deux dimensions, dimension d'importance et une dimension de prédictibilité. La dimension d'importance, donc, c'est la première qu'on va essayer de mesurer. Et comment on la mesure? Ben, ça peut être moi, toi, Bertrand, qu'on la mesure ensemble en ce moment, mais je pourrais aussi demander aux personnes qui sont autour de nous, si tu veux. Et ça, c'est le participatif et qui va faire levier ce qu'on appelle l'intelligence collective pour donner une valeur à cette importance. Après, il y a la prédictibilité. Alors, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas en ce moment? Moi, ce matin, avant de sortir, de bons prospectivistes, je suis allé voir la prévision météo. Bon, ils avaient dit, la prévision météo, qu'il n'allait pas pleuvoir. Mais bon, de bons prospectivistes, parce que moi, je ne me confie pas à la prédiction qui donne seulement un scénario, j'ai un parapluie. Donc, je suis sorti le cas où. Mais ça, c'est la prédiction. Est-ce que l'hydrométrie, on va la prévoir? Le fait qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'on peut prévoir, par exemple, qu'une de ces personnes va venir vers nous et va interagir avec nous de manière absolument volontaire? Eh bien, ça, c'est des valeurs. Et c'est pareil, moi et toi, on peut les donner, Bertrand, mais aussi, éventuellement, on peut demander aux personnes qui sont autour de nous. Une fois qu'on a donné ces deux valeurs, là, c'est le deuxième outil, un outil très simple de prospective, qui est une simple matrice qui permet en fait sous deux axes, par exemple, de classer toutes ces variables par importance et prédictibilité. Et c'est grâce à cette matrice, en fait, qu'après, il y a d'autres outils qui sont un peu plus complexes, on ne va pas les expliquer, qui te permettent de, par exemple, construire des scénarios. Et un scénario, c'est quoi? Un scénario, fondamentalement, tu peux en avoir 4, 5, par exemple 6. Bon, il ne faut pas en avoir trop parce qu'à un moment donné, sinon ça perd complètement d'utilité. La toile de fond de ces scénarios va, par exemple, être toujours la même. Qu'est-ce qui va se passer dans ce parc dans 5 ans, si c'est l'objet de notre étude? Je pense que ça ne va pas changer grand-chose, mais si l'objet de notre étude est, par exemple, qui vont être les leaders de demain du secteur humanitaire, ça c'est beaucoup plus intéressant. En partant de cet écran et de cet environnement-là, eh bien là, on peut se dire que il y a une toile de fond. On sait qu'il y aura le changement climatique, on sait que d'ici 5 ans, il y a des énormes chamboulements au niveau géopolitique. Et ces toiles de fond, c'est quoi? C'est des variables qui ne changent ni d'importance, et ni de variabilité. Donc, c'est la toile de fond. Et donc, qu'est-ce qui fera la différenciation des différents scénarios? Eh bien, c'est toutes ces variables qui ont un énorme degré d'incertitude. Et qu'est-ce qu'on va faire comme prospectiviste? On va étudier variable par variable. Donc, ça, c'est un autre outil. Ça s'appelle les fiches variables. Donc, on peut avoir des fiches facteurs et des fiches acteurs. Ça, c'est un autre outil. Et dans chaque fiche, par rapport à l'horizon et à l'objet de notre étude, on va formuler des hypothèses. Donc, si ça a une haute variabilité, une haute imprédictibilité, on aura par exemple 4 hypothèses, 5. Si c'est par contre une toute petite variabilité, on en prend une. On est ici à Bologne, tu es en France, on est en Europe. Voyons qu'est-ce que l'Europe est en train de faire actuellement. L'Europe, par exemple, qu'est-ce qu'elle va devenir d'ici 5 ans? Ben, on aura deux hypothèses, je dis maximum. Où elle est véritablement capable d'investir suivre les recommandations du rapport Draghi, investir sur des secteurs stratégiques et émerger comme un bloc, hypothèse 1. Ou, hypothèse 2, l'Europe probablement ne sera pas capable, parce qu'elle n'est pas unie, de faire ces investissements-là et va rester fragile, fragmentée, et donc elle va plutôt s'éclipser un peu plus rapidement, de toute façon, que les États-Unis comme bloc entendu comme puissance. Voilà en gros, mais vraiment de manière assez simplifiée, quelques outils, mais il y en a d'autres
il y a l'analyse morphologique. Les scénarios, on peut les construire avec différentes techniques, donc l'analyse morphologique ou la matrice 2 par 2. Il y a aussi des nouvelles méthodes sous lesquelles que nous, on utilise aussi, qui viennent plutôt d'une école orientale de Solai Anatoula, qui est aujourd'hui chair de l'UNESCO de la chaire de prospective, et qui, avec le CLA, donc Causal Layer Analysis, en fait, il introduit un nouveau outil d'exploration des futurs. Il y en a énormément. Est-ce que je peux me Je permettre de pourrais, résumer pour notre audience? Donc en fait, la prospective s'appuie non pas sur la prédiction, comme on a une prédiction météo. La prédiction météo vous dit, bon bah on prévoit qu'il va faire beau ou on prévoit qu'il pleut. La prospective, elle, agit sur un champ un peu plus large. Elle imagine des scénarios possibles. À partir de ces scénarios-là, on essaie d'imaginer ce qui nous correspond, c'est ce que tu disais, et on y retourne à notre présent en se disant qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour accéder à un futur que j'estime souhaitable. Donc toi, dans ton approche et ta méthode, tu essayes d'identifier ces variables qui vont impacter. Donc là, revenons au secteur humanitaire. Qu'est-ce qui impacte le secteur humanitaire? Donc c'est identification de ces variables. Et dans ton approche participative, tu essayes d'intégrer absolument tous les acteurs, les bénéficiaires, les acteurs de l'aide. J'imagine peut-être même des institutions politiques. J'imagine que les autorités locales. voilà. La métaphore, alors, on peut tout à fait utiliser la métaphore de la météo que j'utilise souvent avec mes étudiants pour faire la différence. La prédiction est la prédiction météo. Et elle est souvent dictée par des algorithmes mathématiques seulement. La composante humaine est très limitée on a une seule réalité. Si vous allez regarder maintenant votre météo, il vous donne un seul scénario. Il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir. Et d'ailleurs, ce scénario peut changer tous les heures. Mais ça, c'est parce que c'est devenu très imprédictif avec le changement climatique. Euh, le prospectiviste, il ne va pas être comme votre prévisionniste. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Avant que vous sortiez, il ne va pas vous dire il ne va pas pleuvoir, comme il me l'a dit à moi ce matin. Il va vous dire attention, il va pleuvoir et il ne va pas pleuvoir. Donc, à toi de prendre la décision si tu veux sortir avec ton parapluie ou pas. Et c'est ce renvoi de la décision vers l'acteur qui est important. Et c'est la puissance de la prospective. Le prospectiviste, vous déléguez vos décisions vous déléguez votre décision prévisionniste. En fait, quand vous le regardez, vous décidez de sortir sans parapluie. Parce que vous vous basez seulement sur un scénario. Le moment où, pour le prospectiviste, il va vous donner tous les scénarios possibles et il va vous dire, c'est à vous de prendre la décision. Donc, vous êtes toujours patron de votre décision. Et c'est ça la grande différence entre prospective et prévision. Bah, merci beaucoup. Et en tout cas, c'est beaucoup plus clair sur ce qu'est la prospective. Et donc, toi, en l'occurrence, avec ce que tu as développé d'abord à Save the Children, puis avec, là, tu étais en train de nous raconter donc, le travail mené, j'imagine, hein, avec Iris et Action contre la faim, plus les travaux que tu fais à Yaran. Donc là, tu étais sur le retour d'expérience de ces outils. Je te laisse poursuivre. Je pense que ce sera plus clair à partir de maintenant pour ceux Eh qui... bien, en fait, on implémente une phase pilote, donc on a différentes unités dans différentes régions du monde. En fait, en attendant, en 2016, on avait déjà publié un rapport qui s'appelait The Future of Aid, Oui. qui envisageait parmi ces tendances lourdes le fait il y avait une tendance, il y avait une tendance vers la régionalisation. Euh, et l'émergence de blocs. Et donc, d'un point de vue opérationnel, aussi de rationalisation de certaines réponses, et après avec l'agenda de la délocalisation et le grand bargain, qui sont deux agendas très importants ont été effectivement consignés avec la conférence mondiale sur l'humanitaire d'Istanbul en 2016. C'était évident qu'il fallait localiser les opérations et la prise de décision. Donc, on crée des unités stratégiques en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, qui étaient un peu les zones sur lesquelles se concentraient, et en Asie, sur lesquelles se concentraient, Asie du Sud, se concentraient les opérations d'action contre la faim. Et là, on expérimente d'autres outils, plus de planification stratégique. Et là, donc, on commence à attaquer
ce fameux niveau de design stratégique. Apprendre en fait à faire des stratégies avec les personnes concernées. Et donc, on a des exemples extraordinaires. On a une stratégie qui a été faite par toutes les parties prenantes sous la baie du Bengale à horizon 2025 à l'époque. On a une stratégie en Tanzanie sur la réponse à la malnutrition qui a été co-construite avec une approche de prospective et l'utilisation des scénarios par toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, dans une passation du programme nutritionnel de Action contre la faim au gouvernement de Tanzanie, menée d'ailleurs par un des membres de notre Yaran, Mariana Merelo Lobo. Et on en a eu plein comme ça d'expériences, donc des nouveaux outils, mais cette fois-ci de planification, de comment faire la stratégie. On a aidé les missions pays, par exemple la mission pays Soudan d'Action contre la faim US à définir leur stratégie pays avec la participation de leur staff national et de quelques leaders communautaires. Donc tout ça, c'était des nouveaux approches avec des nouveaux process de participation qu'on a expérimenté et qui nous ont permis, donc, au bout de 4 ans de pilote, en fait, à pouvoir écrire un livre qu'on a publié en 2022 qui s'appelle La planification. Donc, c'est en anglais Strategic Planning in the Humanitarian Sector et qui est le fruit en fait, à la fois de la phase test, de la phase pilote de ce projet, de ce grand projet de recherche opérationnelle sur comment introduire la prospective stratégique dans le secteur et surtout avec certains acteurs. Alors là, il y a plein Après, de questions qui me viennent, forcément, parce que t'ouvres plein de portes extrêmement intéressantes. Une première question que je pose, qui, je pense, a dû traverser les personnes qui nous écoutent. Euh, tu as dit que vous aviez fait un travail de prospective jusqu'en 2025 au Bangladesh, c'est ça? Est-ce que... Baie de donc, Bengale. au Bengale, pardon, rien à voir. Et donc, Non, du non, coup, non, c'est inclus c'est la baie de Bengale. En fait, ça inclut tous les pays de la baie, y inclut d'accord. le Bangladesh. Voilà, Donc, c'est ça. Donc, ça demande. c'est plus large. C'est pour ça. C'était pas juste ça. Et donc, est-ce que, par curiosité, vous avez regardé les travaux que vous aviez fait 10 ans en avant? Est-ce que vous les avez comparés avec la situation actuelle? Est-ce que vous avez ce genre d'outils un peu une fois que vous avez assez... Bon, forcément, il faut du temps long, quoi. Il faut une dizaine d'années, mais je crois que ça titille un peu tout le monde de savoir à quel point est-ce qu'on est capable de voir dans une boule de cristal. Je sais que c'est pas ça la prospective, mais du coup, je te tends la perche sur ce sujet-là. Tu fais bien, parce qu'effectivement, c'est toujours la réaction, c'est ah, mais alors, vous avez vérifié si vos scénarios sont les bons. Alors, ça, par exemple, c'est typiquement une question qui émerge de ceux qui font encore la confusion entre prospective et stratégie. Alors, il est clair que, par exemple, on regarde nos scénarios après, mais dans la prospective, par exemple, les scénarios ne sont jamais, si vous voulez, la description de la réalité comme elle va se passer. Mais souvent, tous les éléments de la réalité que par contre elle est advenue, donc en 2025, ils sont tous dans les 4 scénarios, par exemple pour la baie de Bengale. Euh, mais ça aussi, c'est important de dire aux personnes qui nous écoutent que c'est pas de vérifier la capacité de la prédiction des scénarios qui est la force de la prospective. Encore une fois, la force de la prospective est d'en redonner le pouvoir de décision et d'agir dans le présent aux personnes qui participent en fait et qui intègrent et incarnent l'étude pour leur permettre en fait d'influencer les futurs, éventuellement même vers un des scénarios qui sont définis. Et c'est en ça en fait qu'il y a la puissance stratégique d'un scénario. Elle est aussi dans la capacité de se préparer. Ça veut dire qu'une fois que vous avez 4 scénarios ou 5 scénarios, souvent vous avez un des scénarios qui est le plus positif, vers lequel vous souhaiterez par exemple, diverger, mais vous avez aussi les pires des scénarios que vous ne voudrez pas du tout éventuellement voir émerger. Eh bien, mais par contre, ça vous permettra d'être préparé et de préparer votre stratégie aussi à ce pire des scénarios. Actuellement, par exemple, nous, désormais, on accompagne des structures, hein, on a des grosses structures. On a accompagné, par exemple,
CIMIT, qui est un opérateur du secteur de la sécurité alimentaire, qui travaille sur le changement climatique et l'adaptation des sémences clés, hein, qui vont nourrir le monde de demain. On travaille avec Save the Children Italia, qui par contre est une grande structure et on les accompagne, ça va presque faire presque 10 ans désormais. Et là, par exemple, ils sont en train, avec ce qui s'est passé ces derniers mois avec les élections de Trump, ben, tout ça, là, ils subissent une accélération en fait d'un scénario qu'on avait déjà préidentifié. Mais ce n'est pas dans la qualité que le scénario a de réfléchir la réalité d'aujourd'hui qui a la puissance de la prospective. Encore une fois, c'est dans la capacité des acteurs de s'être préparés par rapport à ces scénarios. Et par exemple, tous nos clients avec lesquels, et c'est ça où je peux vous dire, on a eu du succès avec nos scénarios, c'est que par exemple, nos clients, parce qu'après le Yaran, aujourd'hui, on a une think tank qui est une ONG à but non lucratif, mais on a aussi nous, on s'applique les résultats de notre propre recherche. Nous avons par exemple un modèle économique qui est hybride. Et donc, on a aussi une boîte de consultance qui est basée à Londres. Et bien, qui alimentent, si vous voulez, à quelque part notre travail de prospective publique, comme le travail qu'on est en train d'effectuer actuellement, Future 2040, il est financé aussi avec ces ressources-là. Et bien, nos clients sous la partie Yaran Ltd, basée à Londres, ben, ils ont absolument anticipé et ils sont préparés à l'accélération en fait, à laquelle on assiste aujourd'hui du pivotement du monde vers un univers de blocs. Donc, et ils l'ont fait avec différentes façons. Cimit, par exemple, ils ont bien anticipé le fait qu'à un moment donné, les fonds institutionnels via USAID d'aller probablement collapser avec des mesures tactiques vraiment très smart qui ont été anticipées il y a déjà un an. Et par exemple, Save the Children Italia, ils ont déjà en fait un scénario qui ressemble beaucoup à ce qui est en train qui va probablement se concrétiser d'ici 2030. Ils sont en train de réfléchir à comment maintenant switcher de stratégie. Donc là, c'est très intéressant. Ils n'ont pas seulement une stratégie, ils en ont deux. Donc, il y a une stratégie dite préférentielle et puis il y a une stratégie dite de contingency et ils peuvent faire des switches partiels d'ici 2030. Donc, donc, qu'est-ce que fait la prospective? Ça vous donne de la préparation et donc de l'agilité, tout simplement de l'anticipation. Là où la prévision, en fait, si elle se trompe, en fait, vous mène face au mur. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, pour revenir à Iran, tu as évoqué quelque chose qui était intéressant, c'était l'hybridation du modèle économique. Donc, pour faire simple, Yaran propose à des structures de faire des recherches de prospective. Comment ça se passe? Une organisation, une institution, un gouvernement ou une ONG qui vient et qui demande un travail de prospective. Comment se formalise une demande sur ce sujet-là? Alors, souvent, c'est des discussions. Donc, alors, où c'est des décideurs qui se rendent compte que leur stratégie est complètement inadaptée, c'est souvent par là que ça se passe. On a eu, par exemple, des demandes très fortes après le Covid, qui a été, je pense, une claque pour tout le monde, pour se dire, mais non, nos stratégies n'étaient pas du tout, étaient pas du tout adaptées. Et il y a une autre claque actuellement avec l'accélération de Trump, qui d'ailleurs, par contre, a été vraiment bien anticipée, même dans notre rapport Future 2030, dans le sens que, en fait, ce qui se passe actuellement avec le Trumpisme, c'est simplement une accélération d'une tendance lourde de diminution des fonds institutionnels, qui d'ailleurs va frapper aussi la France bientôt et l'ensemble, je dirais, des coopérations en Europe à cause aussi de cette politique de réarmement. Mais c'était une tendance déjà identifiée en 2016, mais qui a été jamais intégrée par les modèles économiques des ONG, qui malheureusement, ben ça il faut le dire, hein, le modèle économique d'une ONG française, par exemple, n'a pas changé depuis les années 80. Et le monde il a subi une révolution depuis. Fondamentalement, il se base sur quoi un modèle économique d'une ONG? Sur la récolte des fonds sous le public, sur le public, sous l'espace privé, donc le grand public, certaines fondations, éventuellement quelques mécénats,
Et puis l'espace et des fonds institutionnels donc l'État. Donc l'État avec différents États, différents types de coopération, mais aussi différents agendas politiques. Le problème, c'est que l'autre tendance, l'autre qu'on avait prévu en 2016 est en train d'accélérer. Ça veut dire que l'aide se politisise de plus en plus. Donc souvent, les financements des États sont en fonction de la politique étrangère de ces États mêmes, y compris la France. Euh, et les ONG, en fait, continuent quand même à grossir, disons, à absorber ce fonds institutionnel, à faire grandir leur portfolio de fundraising et à devenir gros en termes aussi de masse et de structure, sans se soucier sur la diversification, parce que donc, du coup, vous avez seulement ces deux sources. Et ils ont, par exemple, toujours éjecté le fait qu'ils peuvent eux-mêmes être créateurs de valeur qui peut générer des revenus. Et je vais vous faire un exemple concret parce que ayant été directeur de la stratégie d'Action contre la faim, je me suis beaucoup plongé sous l'histoire d'Action contre la faim. Dans les années 90, Action contre la faim avait un département nutritionnel qui était géré par Yvonne Grelletti, qui était un des plus performants au monde en termes de recherche et d'innovation. Euh, Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un enfant qui est mal nourri, ben, on le nourrit avec le pamplemousse, c'est vrai, mais aussi avec du lait thérapeutique, le F75 et le F100. Ce sont des formules de lait thérapeutique. Ces formules de lait thérapeutique ont été trouvées grâce à Action contre la faim et au travail en fait qui a été mené sur le terrain par les nutritionnistes et les scientifiques de l'époque qui ont énormément recherché sur ces sujets-là. Eh bien, vous savez que pendant 15 ans, c'est une société privée, Nutriset, qui a exploité ces brevets-là et est devenue multinationale. Alors, c'est très facile de faire des procès a posteriori, donc je ne me permettrai pas d'en faire, mais je voudrais plutôt en faire pour le futur. Imaginons que demain, on soit capable de trouver aussi des choses très innovantes au niveau nutritionnel. Et ça, par exemple, c'est un travail qu'on est en train de faire avec CIMIT, sous le champ de l'innovation des semences. Ben, CIMIT, ils ont créé actuellement une unité qui s'appelle CIMIT LTD, qui est une unité de génération de revenus sous la base des brevets et des innovations en fait que cette structure de non-profit est capable de faire. Brevets qui sont déposés, mais qui veut dire qui sont gérés, qui sont si gérés et qui donc, par exemple, ces semences pourront être données de manière gratuite à des fermes locales, donc à des petits fermiers qui ne peuvent pas se permettre de payer des semences hautement technologiques. Euh, mais par contre, si demain vous avez un acteur privé, une multinationale ou l'État qui éventuellement veulent les acheter pour des fins qui leur sont propres, eh bien, ils paieront. Et ce revenu, en fait, permettra de financer d'autres programmes de recherche et d'autres programmes aussi humanitaires, qui d'ailleurs, le CIMIT est actuellement en train de collaborer aussi avec la FAO et le programme alimentaire mondial sur ces programmes-là, et donc de réinjecter ces ressources. Cette capacité d'identifier des valeurs pour les rendre en fait génératives de revenus, c'est une capacité sous-exploitée par toutes les ONG, particulièrement françaises. Et chaque ONG, alors les ONG françaises, je les connais vraiment très bien, ils ont quand même, ils produisent de la valeur extrêmement importante. Et en termes de services, en termes de biens, le seul problème, c'est qu'il n'est pas, voilà, aujourd'hui, il ne fait pas, par exemple, l'objet de dépôt de brevets, il ne fait pas l'objet d'innovation, d'approche d'innovation et recherche ou d'approche de ce qu'on appelle en anglais value proposition, ça veut dire de création, Proposition de valeur. de génération de revenus. Et ça, c'est par exemple pour moi une des côtés les plus incompréhensibles encore et pourtant je l'ai exploré même d'un point de vue légal avec Philippe Riffman qui est un Ah grand oui. spécialiste des questions légales en France qui m'a aussi rassuré qu'il y a des modalités en fait pour créer des structures for profit qui soient associées avec des structures non for profit en France. Donc c'est même pas un problème de normatif. C'est tout à fait possible de le faire. Et comment tu expliques alors cette approche-là des ONG françaises que tu décris? Est-ce que c'est
culturel? Est-ce que c'est idéologique? C'est peut-être aussi ancré dans l'histoire, la construction de l'histoire et de l'image qu'on a de l'humanité en France? J'avoue que je n'ai pas la réponse. Je peux te dire personnellement que je pense que, parce que j'ai pas fait une véritable recherche, il faudrait faire de la recherche là-dessus. Peut-être un jour on la fera, mais mon ressenti, donc on reste sur le plan de ressenti, c'est qu'effectivement c'est culturel. C'est idéologique pour cette génération, je trouve, de leaders. Vous allez voir que, voilà, allez regarder un peu la moyenne d'âge des membres des conseils d'administration, hein, des ONG françaises. Et puis, c'est une question de incompréhension. Tout simplement, nous, on a affaire à des modèles économiques qui sont vieux de 50 ans et un monde que depuis a subi au moins la révolution de Internet dans les années 90 et aujourd'hui de l'IA générative et qui entraîne effectivement d'être bouleversé par effectivement l'émergence de blocs géopolitiques. Donc c'est aussi, je pense, une incapacité à se projeter dans le futur. C'est pour ça que je pense que le fait de voir, en fait, quand on expérimente aussi des modèles économiques, on le fait avec des scénarios. Le secteur privé le fait avec des scénarios. Et donc, si je suis persuadé que s'ils comprennent la valeur ajoutée de la prospective stratégique, ils comprendront aussi qu'en fait, par rapport à ces scénarios, il y a des valeurs qu'aujourd'hui, eux, ils produisent et qui peuvent tout à fait, en 5 ans et en 10 ans, générer des revenus. Malheureusement, changer un modèle économique, ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG françaises qui, à cause de la dépendance qu'ils ont aussi eux-mêmes cultivée vis-à-vis des fonds américains et des fonds institutionnels, sont en grave difficulté financière. J'espère qu'ils arriveront à la surmonter et à ne pas fermer. Mais ce n'est pas exclu que certaines d'entre elles fermeront. Mais ça, c'est aussi, à quelque part, 50% de la responsabilité de leurs décideurs et de leurs leaders qui n'ont pas pu voir le futur venir. Parce qu'encore une fois, ce qui est en train de se passer, ça a été vu. C'est un peu comme le Covid, hein, et c'est un peu comme le changement climatique. Don't look up. Mais ça semble le leitmotiv de beaucoup de décideurs et de beaucoup de leaders. Mais souvent, c'est très compliqué aussi de prendre le courage en main et de faire les réformes nécessaires pour pouvoir restructurer sa propre organisation. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt avec ce qui se passe actuellement, avec cette diminution drastique de fonds institutionnels via USAID, à la fois le moment, la vérité, mais il faut regarder la vérité en face. Jusqu'à maintenant, avec les 20% de overaid américains, ben, tout le monde était très bien content et a laissé aller la croissance de leur propre structure. Mais c'est le moment de vérité. Il faut aussi savoir, j'espère réalisent aussi que quand ils ont accepté ces 20%, ben, ils ont accepté aussi 20% de soft power américain, parce que c'était ça, de toute façon, la jeu principal des fonds USAID, et qu'aujourd'hui, peut-être, c'est l'opportunité de se réduire drastiquement, réduire aussi la voilure. On n'est pas essentiel. Il y a d'autres acteurs. Transférer une partie éventuellement de leur capacité opérationnelle localement. Externaliser certaines fonctions. Par exemple, il y a une excellente initiative en France, c'est Halo, qui est un hub logistique. Et moi, Ah, je trouve que Hulot. ça, c'est Hulot. Excuse-moi, Oui, Hulot, oui, oui. qui est un hub logistique géré par un cher ami Jean-Baptiste, mais qui s'inscrit effectivement dans l'innovation. Et ben, c'est le moment de, par exemple, pourquoi pas, mettre ensemble tous leurs moyens logistiques qui sont très lourds d'un point de vue financier. En fait, les solutions sont là et sont Oui, alors tous à portée de main. pour expliquer, Hulot, ils sont constitués non pas en association, donc c'est un service de logistique pour les ONG. Il y avait une initiative comme ça qui existait déjà un petit peu avec Atlas Humanitaire, voilà, qui cette fois était une ONG. Donc en fait, c'était des ONG au service des ONG, donc sous format associatif. Là, Hulot, c'est un changement culturel, hein, c'est-à-dire que ça devient une coopérative. Donc c'est une entreprise qui a pour objectif de faire du profit. Alors même si
en l'occurrence, les coopératives, bon, moi, en l'occurrence, je connais un petit peu ça, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Mais bon, c'est pas trop le lieu de développer ça ici, mais c'est en gros, c'est une entreprise, mais qui va réinvestir ses profits au service de son mandat. Donc c'est assumer le fait qu'on va faire du business, du profit, mais par contre pour un mandat, pour un objet social qui a une vocation sociale. Là, en l'occurrence, d'aider à faciliter la logistique des humanitaires. Je connais pas très bien Hulot, il faudrait que je l'invite sur le podcast pour qu'il vienne en parler. Absolument. Il faut absolument que tu invites Jean-Baptiste Lamarche, qui était, comme moi j'étais directeur de la stratégie pour Action contre la faim, qui était directeur de la logistique et qui a été sensibilisé à la prospective, qui est quelqu'un de très clairvoyant avec qui j'ai encore discuté dernièrement. Mais typiquement, ces structures sont le futur. Alors, et peu importe si elles sont privées, si elles sont des coopératives, du moment qu'elles permettent en fait d'optimiser les ressources et de toute façon atteindre l'objectif de nos ONG qui est de remplir sa propre mission. Pour Action contre la faim, c'est sauver les enfants de la malnutrition. Pour Save the Children, c'est sauver les enfants tout court. Pour Médecins sans frontières, c'est donner l'accès à la santé, entendu comme santé globale. Médecins du Monde aussi, qui font un excellent travail avec les communautés et qui ont un lien avec leur communauté locale qui est extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a moyen, par exemple, collectivement, d'épargner sur leurs grosses machines logistiques. Il y a, chaque organisation a une fonction ressources humaines. Chaque organisation a une fonction comptable. Alors, moi, je veux bien pour le fundraising, parce qu'on doit exploiter l'identité de marque, mais on verra de toute façon de plus en plus que ça va être inefficace. Mais par exemple, pourquoi ne pas faire un rouleau des ressources humaines? Ou pourquoi pas faire... Et de toute façon, ça existe, hein. Il existe des sociétés privées qui gèrent vos ressources humaines. Et je dois avouer que peut-être, voilà, ils peuvent le faire même mieux dans certains cas de figure que certaines ONG. La comptabilité, c'est la chose la plus facile à externaliser. Alors pourquoi? Pourquoi on a des multiplications effectivement de compétences de ce type-là qui peuvent tout à fait être mis à l'échelle et créer en fait de l'épargne. Ce qui différencie une ONG d'une autre, c'est la mission qu'elle va essayer de réaliser, c'est sa mission sociale. Ce n'est pas son département des ressources humaines, ce n'est pas son département comptable, et ce n'est pas non plus sa logistique. Donc, c'est l'objectif, en fait, de sa mission sociale. Mais ça, c'est des façons d'imaginer les choses Exactement. qui sont, certaines vous traiteront de science-fiction, mais en fait, ce n'est plus de science-fiction. J'ai écrit effectivement cet article sur le shrinking strategy. Et c'était assez marrant le débat sur LinkedIn parce qu'en gros, on avait, et d'ailleurs, cette personne, elle a enlevé son commentaire, mais moi, je suis aussi quelqu'un qui défend énormément le débat. Débattons, vous n'êtes pas d'accord. Alors, il y avait ce commentaire qui questionnait, mais pourquoi shrinking? En fait, il y a un autre mythe dans le secteur qui d'ailleurs est un mythe qui est transsectoriel. Il est aussi présent dans beaucoup de multinationales, c'est que être stratégique, ça veut dire qu'il faut croître, que la croissance égale impact, que la croissance financière d'une organisation garantit le plus gros impact pour sa mission sociale. Il n'y a pas plus stupide, d'accord, comme pensée stratégique. Elle n'est pas stratégique de tout, c'est une énorme stupidité, parce qu'en fait, l'impact n'est jamais porté, surtout dans un monde qui est complexe d'un point de vue systémique, n'est pas porté par la croissance financière, est porté par votre agilité stratégique, par votre capacité, en fait, de créer des butterfly effect reverse, ce que j'appelle moi souvent, ça veut dire de être petit, mais être là où il faut l'être, au moment où il faut l'être. Et c'est ça qui crée l'impact. Alors, Mais il y a énormément, moi j'ai encore parlé avec des CEO qui actuellement, à ce moment de crise, se font conseiller par des boîtes de consultance comme Deloitte, BCG, sur lesquelles il y a même
des rapports de recherche faits par des chercheurs qui sont beaucoup plus stricts et sérieux que moi, qui prouvent en fait leur incapacité à pouvoir donner du conseil stratégique pour le non-profit, parce qu'en fait, ils sont vraiment adaptés pour le secteur du for-profit, qui fonctionne de manière vraiment différente Mm. et qui continue à leur dire, ah, mais nous, même à travers la tempête, on peut garantir la croissance. Alors, que Eh bien, penses-tu du contre-argument qui dirait, mais le problème d'aller essayer de chercher à créer nos propres sources de revenus par des valeurs, est-ce que c'est pas s'éloigner de notre mandat initial qui est d'aider les populations locales? Voilà, mais je veux bien que tu répondes là-dessus parce que je sais que c'est souvent ça qui revient dans le débat, c'est de dire si Action contre la faim se met à développer des produits de nutrition et à chercher à les vendre, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se retrouver dans une logique capitaliste de vouloir se concentrer plus sur le produit que l'on a à vendre et sur le marketing plutôt que sur l'aide aux bénéficiaires? Je te laisse répondre à cette ben, opposition. la réponse est non parce que vous avez la sauvegarde de la mission. En fait, la mission, une mission, c'est ce qui définit une organisation dans son identité la plus profonde et ça précède, si vous voulez, toute réflexion stratégique. Donc, c'est aussi le garde-fou par rapport éventuellement à n'importe quelle dérive. Si demain une ONG effectivement se mettrait à exploiter des brevets et que générerait des revenus, de toute façon, la mission les obligerait à gérer tous les profits pour les injecter en fait dans sa sœur, dans sa structure sœur qui est la structure non-for-profit. Donc, aujourd'hui, de toute façon, l'innovation se fait. L'innovation a été faite par le passé. Quand le F100 et le F75, effectivement, ont été inventés au sein d'Action contre la faim, imaginons un univers alternatif, que ACF aurait déposé le brevet et effectivement, il aurait généré revenus à travers la gestion de l'intelligence intellectuelle, de la propriété intellectuelle. Par contre, elle aurait eu aussi la main sur les méfaits de Nutriset. Parce que Nutriset, pendant 15 ans, elle a monopolisé en fait les brevets, de sorte à que, par exemple, des petites structures de recherche dans le sud ou des petites unités de production nutritionnelle en Afrique subsaharienne ne puissent pas exploiter ces brevets pour avoir en fait le monopole, pour créer une situation de monopole. Eh bien, c'est ça aussi, la sauvegarde d'un brevet de la part d'une structure qui est non-for-profit, en fait, vu de sa mission, permettrait aussi de gérer mieux ces brevets et donner, par exemple, l'accès gratuit à ces pays, aux pays en voie de développement, à des structures qui se retrouvent qui ont des grosses difficultés de ressources, et en fait, à faire payer gros, donc avoir vraiment une approche différenciée en termes de revenus, à faire payer gros eh ben, les Nations Unies, les États-Unis, qui d'ailleurs achètent énormément à Nutriset. La plupart aujourd'hui du pamplemousse que vous trouvez chez UNICEF et du Programme alimentaire mondial était subventionné par USAID et qui était acheté à qui? À Nutriset. Donc voilà, on aurait pu imaginer un futur alternatif où ACF aurait eu les moyens de Nutriset et qu'effectivement, il aurait pu grossir, mais avec disons, un modèle économique qui lui donnait presque 90% de ses sources financières de manière assez autonome. Et il aurait pu décider de faire ce qu'il voulait dans la limite de la mission. Donc en fait, ça, c'est des fausses excuses. Et aujourd'hui, le fait d'exploiter des compétences à l'intérieur d'une organisation qui ne sont pas centrées sous la mission, ben, c'est partout, dans l'administration, dans la comptabilité, dans la gestion des risques. Il y a plein de compétences qui ne sont pas dans le cœur de la mission. Donc ça me semble vraiment une excuse pour ne pas voir la réalité des faits, c'est que les solutions sont là. Ouais, je te remercie pour ta réponse et je laisserai libre à chacun de méditer sur ces arguments-là et certainement qu'il y aura des personnes qui penseront différemment. Je te propose qu'on close ce sujet sur comment les ONG auraient pu anticiper et s'approprier la prospective. Je pense que ton discours était très clair, en tout cas pour des personnes qui te découvrent et qui découvrent la prospective sur cet épisode, ce sera déjà largement suffisant. J'aimerais conclure avec toi, si tu le veux bien, sur
Tu as parlé de la fragmentation du monde, tu as parlé de ces systèmes de blocs régionaux. On est passé un peu trop vite dessus, je veux bien que tu le développes, cette idée-là. Je te tends ta boule de cristal et je te laisse nous prédire le futur de l'aide humanitaire. Mais en tout cas, plus sérieusement, je veux bien que tu nous présentes l'état des lieux aujourd'hui de tes réflexions sur le futur de l'aide humanitaire, sur pourquoi est-ce que tu parles de cette régionalisation de l'aide. Je veux bien que tu nous éclaires un petit peu là-dessus. Alors, je peux en parler parce qu'actuellement, on est sur un grand exercice d'intelligence collective qu'on a lancé d'ailleurs depuis décembre de l'année passée sous le globe avec différents réseaux d'ONG locales, de leaders locaux, de networks, mais aussi d'ONG internationales euh, pour consulter en fait le collectif des acteurs humanitaires, mais de l'acteur local jusqu'à l'international, pour essayer de naviguer vers le futur possible. Donc, une approche de prospective participative. C'est 10 ans après Future Aid 2030. On est actuellement dans la phase d'étude de Future Aid 2040, Pathways of Transformation, parcours de transformation, et qui est une étude très ambitieuse. Et d'ailleurs, je remercie encore aujourd'hui, on a eu vraiment un énorme support pour pouvoir mener cette étude au niveau global. Et si je te parle d'émergence de blocs et de régionalisation, c'est parce que, à part des tendances qu'on avait déjà étudiées, identifiées avec le Future Aid 2030, aujourd'hui, cette consultation au niveau global, alors on a eu plus de 774 contributions au niveau mondial avec une énorme participation de la part de ONG locales, communautés, leaders communautaires, mouvements locaux, réseaux locaux. C'est le premier contributeur, suivi aussi par naturellement les ONG internationales. Et 40% des contributeurs, ça c'est très important, 40% sont des personnes affectées par les crises. Ça veut dire qu'ils ont pris le temps de participer à nos séminaires, de répondre à nos questions, et cela indépendamment du fait qu'ils sont eux-mêmes affectés par une crise humanitaire. Et ça, je trouve, c'est une des choses les plus extraordinaires de cette consultation au niveau global. Et cette consultation a commencé, donc ça fait déjà une semaine, a commencé à identifier déjà les cadres de ces futurs possibles. On a utilisé un outil qui s'appelle la matrice de 2 by 2. On a exploité toute cette intelligence collective. Et bien, donc, ce n'est pas moi qui te le dis, c'est cette intelligence collective qui est 774 cerveaux, j'appelle souvent ça le Unimind du système de l'aide, qui nous disent, c'est eux qui nous disent qu'en fait, le monde est en train d'évoluer vers l'émergence en fait d'un multibloc et qui a identifié deux hypothèses pour l'instant. C'est les deux hypothèses qui définissent un des axes de nos 4 scénarios. C'est l'axe sous la gouvernance. La première hypothèse, c'est que le monde va émerger, les blocs vont non seulement devenir plus puissants, mais ils vont vraiment affirmer leur influence sous des régions particulières. Et dans ce monde multi-bloc, dans lequel on imagine naturellement les États-Unis, la Chine, mais aussi l'Inde et l'Europe, avec quand même le niveau d'incertitude que j'ai décrit tout à l'heure, on a des sphères d'influence. Et dans ces sphères d'influence, en fait, c'est le principe même de l'universalisme qui est mort. D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, on s'aperçoit déjà qu'il est en train de fader complètement. Et comme avec la mort de l'universalisme, en fait, il y aura différents types d'universalisme qui s'affirmeront au niveau régional et donc différentes formes d'humanitarianisme. Donc, on pourra imaginer par exemple, une coordination humanitaire, une approche de l'aide humanitaire en Asie du Sud-Est qui sera propre à l'Asie du Sud-Est avec leurs racines, leur culture, leur façon de s'entraider, mais qui n'est absolument pas réplicable, par exemple, pour l'Amérique latine. Et ça, c'est l'hypothèse donc du monde de multibloc. Après, il y a une autre hypothèse extrême, malheureusement, qui est qu'on a appelé empire et conflit, qui est en fait pas l'émergence de multiblocs, mais l'émergence de deux blocs. Et vous pouvez imaginer lesquels. Donc, c'est l'Empire qui est en train de mourir.
les États-Unis, et la Chine, qui est l'empire technologique qui est en train d'émerger. Il faut aussi que vous sachiez que la Chine a investi énormément sur la technologie, beaucoup plus que les États-Unis dans les derniers 50 ans. Et parallèlement, c'était des investissements. Les États-Unis, c'est eux qui ont investi le plus sur l'armement. Là où la Chine investit beaucoup plus sur l'innovation et le progrès technologique. L'approche américaine et l'approche chinoise, par exemple, sur la propriété intellectuelle, est complètement aux antipodes. Hmm. Mais il faut l'entendre. Et dans cette dimension des deux empires en conflit, ben, on aura un monde extrêmement divisé, avec des dynamiques qui peuvent être assez semblables à ce qu'on a vécu avec le monde bipolaire avant la chute du mur de Berlin, mais avec une caractéristique qui le différera, c'est qu'il n'y aura pas de pays non alignés. Qu'en fait, le monde vraiment sera divisé en deux blocs et dans lesquels tout acteur, y compris les acteurs humanitaires, ben, choisiront un bloc ou l'autre. Et à selon de où ils choisiront ce bloc, par exemple, les acteurs humanitaires, ils auront plus ou moins de l'impact. Mais dans cette dimension-là, dans Empire et conflit, l'aide humanitaire, en fait, telle que la connaît aujourd'hui, elle est simplement du pouvoir déguisé de ces empires. Et s'il y a encore des ONG internationales, ben, elles sont des agents des empires. Ce qui est intéressant aussi à travers les 4 scénarios qu'on a commencé à identifier, et j'invite tous et toutes à participer à notre 3e séminaire qui se tiendra en avril. Ils peuvent visiter notre page, ils peuvent s'inscrire. Et on présentera ces séminaires. Actuellement, on est en train de les présenter aux différents cohortes qui ont participé. Et bien, Sur yaran.org pour se renseigner. Yaran.org, absolument. Oui, ARAN.org. org et vous allez dans l'onglet Think Tank Futurery 2040 où vous avez toutes les informations aussi pour participer parce que la phase de consultation se termine pour la première phase et on démarre la phase numéro 2 dans laquelle c'est très ambitieux ce projet. On veut co-construire ensemble, encore une fois, c'est pas le RAN, mais c'est avec tous ces contributeurs, un guide pour permettre même à l'acteur humanitaire lambda qui aujourd'hui est en train de peiner à cause de ce qui est en train de se passer avec les Stop of Work Orders au Burundi, de pouvoir prendre les scénarios et les transformer à travers l'approche participative en stratégie pour se transformer, évoluer et être fit for the future, donc adapté au futur. Donc un guide step by step, donc pas par pas, qui permettront aux différents utilisateurs tout simplement d'embrasser la stratégie sans support d'un consultant qui souvent sont coûteux, hein. Malheureusement, c'est comme ça, mais donc par eux-mêmes. Donc c'est vraiment une sorte de guide de la stratégie pour des humanitaires de base. Et ça va se faire aussi de manière consultative. Mais en revenant sur les scénarios, effectivement, ce qui est intéressant, et je vous invite donc à nous rejoindre pour le 3e séminaire, qui est le dernier de la première phase, c'est que ces ONG, en fait, les ONG internationales performent bien seulement de un scénario. Dans un 2e scénario, ils sont vraiment mal au point. Et dans 2 autres, ils sont disparus ou ils sont devenus un agent de l'Empire. Et, euh, et dans ces scénarios qui peuvent vous sonner un peu dystopiques, mais après, quand vous réfléchissez, vous verrez, nous aussi, on a été surpris, mais ils sont extrêmement réalistes. Dans tous les 4 scénarios, en fait, c'est les acteurs locaux qui seront les leads, les décisionnaires, en fait, pour apporter de l'aide aux plus vulnérables. Et ça, c'est quelque chose de assez extraordinaire. Extrêmement intéressant, merci beaucoup. Et puis très bien ce petit appel à l'action pour les personnes qui ont envie de découvrir euh, ce séminaire, de participer plutôt à ce séminaire. Absolument. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Est-ce que pour conclure, tu as un point, un sujet qu'on n'a pas évoqué? Est-ce que tu as envie de répondre à une question que je ne t'ai pas posée? Non, mais c'est surtout, moi j'imagine que c'est une période très difficile aussi pour les jeunes qui vont venir à ton podcast et vont se poser des questions sur le secteur. Ils vont se dire, oula, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et est-ce que j'ai ma place dans ce monde? Mais bien sûr, vous avez votre place. Je veux vraiment m'adresser à eux. Vous avez non seulement votre place, mais vous êtes en fait notre espoir. Parce que, comme vous pouvez imaginer, ben, on a été alimentaire sous plein de choses. Alors, je pense qu'il faut qu'on démarre par l'admettre.
qu'on est en train encore d'apprendre, qu'il faut vraiment que vous saisissiez de cette opportunité de ne pas répéter les erreurs que nous avons faites et au contraire de faire en sorte que parmi ces futurs, il y a vraiment un futur pour tout le monde. Il y a un futur à la fois pour les ONG internationales, pour les acteurs internationaux et pour les ONG locales, pour véritablement donner surtout un futur à toutes ces personnes qui sont actuellement en train de souffrir et que, en fait, ils sont dans l'obscurité la plus profonde. Eh bien, vous savez, dans les nuits les plus obscures, il y a toujours des étoiles. Mais soyez ces étoiles pour toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance effectivement avoir les ressources et de vivre dans un contexte qui leur permette en fait de réaliser leur propre futur. Soyez cette étoile, soyez cette inspiration pour eux et absolument, vous avez un rôle à jouer, prenez-le. Ben, merci beaucoup. Quel conseil tu donnerais justement à un humanitaire qui aimerait se lancer aujourd'hui, qu'il soit... il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Le podcast, il est écouté à 50% par des Occidentaux en Europe notamment, et 50% par des Africains. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui écoutent le podcast, notamment via YouTube, etc. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde, en tout cas à tous les francophones. Qu'est-ce que tu conseilles quelles sont les compétences clés à aller chercher? Quels sont les premiers petits pas à faire pour s'engager dans le secteur humanitaire selon toi? Mais le courage, je dirais, c'est la première chose. Et puis ne pas regarder. Je sais que beaucoup de personnes réfléchissent en termes de filière, de parcours. Mais vous savez, aujourd'hui, vous pouvez déjà être très utile. Il y a des communautés dans tous les pays en crise. Il y a nos sociétés civiles, dans la plupart des pays en crise, except effectivement là où on a des degrés de destruction extrêmes, comme à Gaza. Mais même à Gaza, il y a une société civile. Donc, si vous avez vraiment envie de contribuer, allez-y, partez et prenez contact avec ces petites structures, ces petites ONG locales et commencez avec eux parce que c'est eux le futur. C'est pas en devenant un fonctionnaire des Nations Unies qui aujourd'hui devient une coquille vide que vous allez changer les choses. Vous allez peut-être les retarder, mais c'est en donnant de l'élan aux acteurs locaux que vous allez avoir votre contribution la plus importante. Donc oui, formez-vous. Formez-vous aussi à la prospective parce que c'est un outil extrêmement puissant. Et puis, dites-vous que vous êtes que des facilitateurs. Vous n'avez pas la solution. Vous avez rien du tout en fait. Et humblement, formez-vous simplement à être des grands facilitateurs pour que ces acteurs-là en fait, puissent émerger et prendre leur destin en main. C'est ça mon plus grand conseil. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc, si jamais vous voulez suivre un petit peu les actualités de Michel Mayeta, eh ben, vous pouvez aller voir sur Yaran, j'imagine. Je ne sais pas si tu utilises d'autres réseaux pour communiquer. Alors, on vient d'abandonner X pour des raisons qui sont absolument évidentes. Donc, on est aussi sur Blue Sky. Donc, je serai avec notre communauté, parce que l'Iran, c'est surtout une communauté, on est derrière le compte blueskyyaran.org. Et puis moi, personnellement, je suis très accessible sur LinkedIn, qui est la seule plateforme avec laquelle j'interagis. Voilà, personnellement. Bon, bah, Michel, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Bertrand, pour cette opportunité. J'espère que voilà, ça mènera des vocations et un force. Merci beaucoup.